Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous. Bienvenue donc pour ce nouveau débat. Vous avez peut-être assisté déjà à plusieurs autres. Donc je vais rapidement vous présenter l'objet de cette discussion à laquelle vous avez eu l'audace et la gentillesse de venir assister. Je m'appelle Hervé Gattegno, je suis journaliste depuis assez longtemps maintenant. Je fais de la presse écrite, de la radio et de la télévision. Je travaille notamment, parmi mes diverses activités, comme rédacteur en chef dans un magazine qui s'appelle Vanity Fair et qui a l'audace de dire très longuement ce que beaucoup d'autres médias disent très brièvement. Donc c'est peut-être pourquoi on m'a demandé d'animer ce débat aujourd'hui. Nous vivons, ça n'a échappé probablement à aucun d'entre vous, dans une société où il est de plus en plus question, de plus en plus recommandé même, de dire tout le temps, à tout le monde, le plus vite possible, par tous les moyens, et même de préférence en 140 signes.
On peut trouver que c'est un progrès, on n'est pas obligé. Certains d'entre vous ont certainement des avis divergents sur cette question. On peut aussi avoir l'audace, puisque c'est le mot-clé de cette journée, de vouloir approfondir, aller plus loin, réfléchir, et peut-être même parfois réfléchir avant de dire, réfléchir avant de parler. Ce sera probablement un des sujets dont nous allons parler ensemble. Quand on exprime ce sujet, l'audace de dire, on se dit forcément qu'il y a plusieurs façons de l'attraper. Ça n'est pas un sujet de philosophie pour le baccalauréat. On peut penser que l'audace de dire, c'est une promesse, que c'est une ambition, peut-être un idéal, peut-être un risque, voire une menace. Donc chacun d'entre vous peut se poser cette question, et chacun d'entre nous ici cet après-midi va probablement avoir l'occasion dans la discussion d'approcher la définition qu'il donnerait à cette audace de dire. Moi, il me semble que dans la formulation de ce sujet, il y a nécessairement posé la question de la transparence, qui a à voir avec ce que j'ai dit en commençant, cette transparence qui nous envahit, qui nous requiert, et qui fait que nous sommes souvent obligés de dire, sans même nous poser la question de savoir si c'est audacieux, si c'est courageux, si c'est seulement raisonnable. On est obligé. Et donc, est-ce qu'il faut voir dans cette audace de tout dire une avancée ou un danger, et est-ce que la transparence est un bien absolument nécessaire, ou est-ce que c'est un bien qui, comme certains médicaments, doit être utilisé en cas d'urgence, parfois sous forme de traitement, mais pas nécessairement en permanence et de façon irraisonnée. La question de la vérité est également posée dans ce sujet. L'audace de dire, est-ce que c'est l'audace de dire la vérité, ou est-ce que c'est simplement l'audace de s'exprimer, de prendre la parole, quitte à dire simplement ce qu'on pense, ce qu'on a envie de dire, ce qu'on croit juste et qui ne l'est pas forcément. Donc je vous poserai à tous, et peut-être que certains dans la salle auront envie de dire ce qu'ils pensent de cela aussi. Nous sommes dans une époque où existe une nouvelle catégorie d'intervenants, de gens qui prennent la parole, qu'on appelle désormais des lanceurs d'alerte. Ça existe dans beaucoup de domaines de la société, et les lanceurs d'alerte, globalement, ce sont des gens qui ont été témoins de quelque chose, et parfois acteurs de quelque chose, et de quelque chose qu'ils ont subitement envie de dénoncer. Et donc, d'une certaine façon, ils expriment une audace de dire qui parfois est utile, qui parfois leur est reprochée. Et donc, je serais intéressé de savoir ceux parmi vous qui pensent qu'il s'agit là encore d'un progrès, de quelque chose qui est utile pour faire avancer la société, ou de quelque chose qui est dangereux, sachant que les deux options sont possibles. Donc ce qui est audacieux, au fond, ça peut être la prise de parole elle-même. C'est parfois courageux de prendre la parole alors qu'on ne vous attend pas. Ça peut être la forme et le moment de cette expression. Donc on est parfois à contre-courant quand on prend la parole, on crée parfois une surprise, une déstabilisation, et donc l'audace peut résider simplement là-dedans, ou est-ce que c'est le message lui-même que porte cette parole? Subitement, je dis quelque chose qui dérange, qui éclaire, et en cela, j'exprime, je montre une forme d'audace. Je vous l'ai dit en commençant, nous sommes dans une société où on a l'impression de plus en plus que la parole est requise, qu'elle est exigée de chacun d'entre nous. C'est le cas parfois dans la justice, et nous avons des représentants de l'institution judiciaire à leur façon, un magistrat et un avocat ici pour nous en parler. Le monde est fait d'économie, et dans l'économie aussi, il y a une exigence de transparence de plus en plus grande. Et nous avons avec nous quelqu'un qui va représenter devant vous ici cet effort de transparence dans l'économie, c'est-à-dire la dirigeante d'une agence de notation. Et donc, je pense que dans cette discussion, nous allons essayer d'aborder
tous ces aspects différents de cette question qui est assez complexe, même si elle a l'air très simple dans son énoncé. Et je pense qu'il faudra que chacun d'entre nous, à la fin de cette discussion, se dise d'abord que nous n'avons pas été audacieux d'en parler inutilement, mais aussi peut-être garder en tête cette réflexion qui est que nous ne serions pas forcément beaucoup plus avancés si l'audace de dire se substituait entièrement à l'audace de faire. Voilà. Donc je vous ai cadré à ma façon cette discussion, mais sachant qu'on va largement pouvoir déborder de ce cadre. Et donc je vais vous présenter les gens qui m'entourent cet après-midi. Donc je commence par Carole Sirou, qui est à ma gauche et qui est la présidente de l'agence Standard & Poor's en France. Donc bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous. Jean-Pierre Rosenzweig, qui est magistrat, qui a été président du tribunal pour enfants de Bobigny et qu'on a l'habitude, nous journalistes, mais peut-être beaucoup d'entre vous, de considérer comme la référence sur la question du droit des enfants en France et même un peu au-delà de la France, parce que ces réflexions ont souvent contribué à susciter d'autres débats et à faire avancer la cause du droit des enfants. Et puis à ma droite, Gilles Auguste, qui est un avocat confirmé, le fondateur d'un grand cabinet qui s'appelle Auguste et Debouzy, qui est avocat au barreau de Paris et de New York, et qui est un avocat qui est à la confluence du droit pénal et du droit des affaires. Donc c'est ce qu'on appelle un ténor du barreau, et donc qui nous fait le privilège d'être ici, plutôt que d'être penché sur des dossiers très, très complexes. Merci beaucoup. Donc je voudrais poser en votre nom la première question à Carole Sirou. Pas seulement parce qu'il faut faire honneur aux femmes, mais quand même un peu. Et donc je voudrais vous demander si vous considérez que la forme de transparence dont j'ai parlé tout à l'heure, cette transparence de l'économie mondiale à laquelle sont censées contribuer les agences de notation, et donc notamment la vôtre, est-ce que cette transparence est un progrès ? Est-ce qu'elle éclaire les citoyens et au-delà des citoyens, tous les gens qui sont concernés par l'économie, c'est-à-dire tout le monde ? Et est-ce qu'elle ne peut pas parfois être un facteur de fragilité pour l'économie qu'elle est censée décrire, noter et éclairer ? Merci, bonjour à tous. Merci pour votre question. Je vais démarrer par, je vais y répondre et commencer par illustrer le fait que notre métier, c'est dire. Donc nous, pour faire, nous disons. Notre métier, c'est d'informer et c'est de donner aux épargnants, à ceux qui vont investir leur épargne, une information sur la qualité de crédit des entreprises dans lesquelles ils vont investir. Et ça, nous le faisons depuis plus de 150 ans. Donc, à la base, nous sommes des journalistes qui avons évolué et qui sommes devenus des journalistes un peu hyper spécialisés. Et effectivement, nous faisons de l'analyse que nous diffusons, puisque notre valeur tient dans le fait que cette information, cette notation, elle est diffusée auprès de tous et accessible. Vous évoquez la transparence. Nous sommes convaincus que notre métier, justement, permet au marché financier d'être moins opaque et de donner une information qui est claire, qui est standardisée, puisque nous avons des méthodologies qui sont publiques, des calculs, on fait beaucoup de retraitements qui sont disponibles auprès de chacun, et donc permettre à un investisseur, donc un épargnant et une entreprise qui souhaite emprunter de l'argent sur les marchés financiers, de se rencontrer et de finalement trouver un langage commun qui est l'échelle de notation. Donc notre métier, il est utile et il permet d'apporter de la transparence dans un monde qui pourrait être plus opaque si nous n'étions pas là. Alors, vous m'avez posé également la question de l'opportunité de l'information. Finalement, c'était ça. Est-il toujours opportun d'informer ? Nous en sommes convaincus, et c'est peut-être là, justement, je dirais, notre métier journalistique à l'origine.
autant faut-il le faire de manière appropriée. Et je pense que c'est là que se pose la question. Il ne s'agit pas de ne pas informer, mais il s'agit d'informer de manière adaptée, en donnant tous les éléments et en le fondant sur une analyse précise et en ne donnant pas uniquement une information qui serait la note, mais bien tous les éléments qui ont conduit à cette analyse. Donc il faut de la rigueur, il faut aussi de l'expérience, des équipes dédiées, et le faire avec, je dirais, éthique et de manière appropriée. Si on ne le faisait pas, quelle serait, je dirais, la conséquence? C'est que finalement, des personnes qui auront investi leur épargne sur la base d'une notation se trouveraient un jour n'ayant plus les éléments pour pouvoir faire leur propre choix. Puisqu'une notation, elle ne permet qu'une seule chose, elle vous permet de choisir, d'investir, de retirer votre investissement ou de mettre votre argent dans un autre domaine. Donc nous sommes convaincus que la notation apporte énormément. Je rappelle que c'est un métier qui existe depuis plus de 150 ans, qui n'a pas évolué. Et il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, bien entendu. On a beaucoup plus d'informations diffusées. Mais le métier en tant que tel, qui est donc de donner une information sur la qualité de crédit d'un emprunteur, il n'a pas évolué. Mais est-ce que vous êtes consciente que par moment, le simple fait de noter et de divulguer cette note peut avoir des conséquences directes sur l'entreprise ou l'État que vous notez, et de ce point de vue, devenir non plus simplement une notation objective à un moment donné, mais un facteur, éventuellement un facteur aggravant de la situation. Et donc, de ce point de vue, se pose, et je pense se pose pour beaucoup de gens, la question de savoir si vous ne contribuez pas parfois, s'agissant d'une situation fragile que vous pointez, est-ce que vous ne contribuez pas à aggraver cette situation fragile? Alors, vous ne serez pas étonné que je ne partage pas votre analyse. Parce que je pense qu'on oublie dans l'équation le fait qu'un emprunteur, il a emprunté de l'argent auprès d'épargnants et avec la vocation de les rembourser. Et ceux-ci ont prêté leur argent sur la base de cette information. Imaginons que la situation financière de l'entreprise en question ou de l'État se détériore. Vous qui avez investi votre argent, vous aimeriez bien être quand même informé de la situation et non pas que tout d'un coup, vous soyez face à l'opacité et ne sachiez pas dans quelle mesure votre épargne est finalement, peut-être ne sera-t-elle jamais remboursée ou remboursée dans des conditions différentes. Donc, il s'agit de le faire de manière appropriée et puis de donner une information pertinente à un moment T sur la base de méthodologies claires. Merci beaucoup. Jean-Pierre Rosenzweig, vous êtes donc, je l'ai dit, vous êtes un magistrat, vous êtes le magistrat spécialisé dans la question du droit de l'enfant. Pendant des années, on a considéré dans notre pays que la parole de l'enfant dans le cadre judiciaire avait été trop longtemps mésestimée, tue. Et subitement, il y a quelques années, on s'est mis à considérer que la parole de l'enfant, dans des affaires, évidemment dans les affaires de pédophilie, mais pas seulement, que la parole de l'enfant devenait quelque chose d'essentiel dans le débat judiciaire. Et donc, je voudrais vous poser simplement la question de savoir si aujourd'hui, si on fait une sorte de bilan rétrospectif, est-ce que vous considérez que la parole de l'enfant est considérée à sa juste valeur dans l'institution judiciaire, devant la justice, et également, est-ce qu'elle est considérée à sa juste valeur dans la société française? Donc, je vais répondre très rapidement. Non. À preuve, les rapports qu'on a fait les uns et les autres il n'y a pas très très longtemps, celui que j'ai commis avec un groupe de travail que nous avons remis à Mme Bertinotti juste avant que la loi famille n'explose en vol avant d'avoir décollé, ce qui fait que le rapport que nous avons fait doit être en train de tenir un meuble de ministère quelconque, mais il était le pendant d'un travail fait aussi par le défenseur des droits. Je vais y revenir dans quelques instants, mais je voudrais vous répondre avant à la question que vous ne m'avez pas posée. Il y a celle que vous avez posée. C'est toujours une bonne idée de répondre aux questions qui ne sont pas posées. Je me dis qu'une table ronde, c'est fait pour des débats transversaux. Et donc, je quitte la... Moi, je suis d'accord, mais à condition que vous répondiez à celles qui sont posées. Je répondrai, j'ai écrit... Non, je répondrai, mais dans l'intérêt du débat. Parce que la question que vous posez, à mon avis, est transversale. Elle n'est pas seulement dans le champ de l'économique. Elle est dans tous les champs.
Et en vous écoutant, je réfléchissais donc au parcours que j'avais fait, que nous avons fait comme magistrats. Et j'ai été formé, moi, à l'école, à l'école, pardon, de dire que rendre la justice, c'est pas seulement prendre des décisions, c'est expliquer la justice. L'expliquer aux intéressés pour qu'elle soit supportable. Il n'y a pas toujours quelqu'un qui perd et quelqu'un qui gagne. Il y a souvent, les deux peuvent gagner, mais il faut leur montrer que la décision est équilibrée et qu'elle prend en compte l'un comme l'autre. Il faut aussi expliquer la décision, j'ai à dire, à tous ceux qui environnent celui qui la prend et qui ne sont pas les concernés, les fonctionnaires, les greffiers, les avocats et les politiques et les journalistes. Comment des politiques, comment des journalistes peuvent faire des papiers ou légiférer sur des sujets qu'ils ne connaissent pas? Je vous donne deux exemples très concrets. Vous prenez n'importe quel homme politique qui est en charge d'un conseil général ou de l'action sociale, et vous lui posez la question: combien y a-t-il d'enfants aujourd'hui qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, dont les propres parents étaient confiés à l'aide sociale à l'enfance il y a une vingtaine d'années? Il va vous répondre, selon qu'il est très politique, méfiant, qu'il vous connaît, enfin, bref, il va vous dire beaucoup. Et si vous l'amenez à préciser, il va aller jusqu'à dire 75%. C'est en réalité entre 4 et 6%. Détail technique, l'aide sociale à l'enfance ne coûte que 7 milliards 100 millions au pays, rien que l'aide sociale à l'enfance. Donc à 7 milliards 1, on peut quand même avoir une meilleure connaissance que ce qu'on a à l'heure actuelle. Quand vous parlez au même homme politique de l'efficacité de la justice pénale, s'agissant des enfants, il va vous dire qu'un jeune qui commet un délit il revient chez lui avant même les policiers, ce qui n'est pas tout à fait faux, parce qu'il connaît mieux le circuit que les policiers. Mais bon, il court plus vite, surtout. Mais là, c'est de la plaisanterie. Mais que, grosso modo, la justice est inefficiente. Rapport Le Cerf de 2011 sur la loi sur la citoyenneté dans la justice, 86,7% des mineurs qui sont suivis par le tribunal pour enfants et par la protection judiciaire de la jeunesse ne sont pas délinquants une fois majeurs. Donc le problème, ce n'est pas les 87, le problème, c'est les 13%. Donc en d'autres termes, on est sur le secteur judiciaire, je reviens très vite à la question, sur une justice qui, j'allais dire, était la grande muette et surtout qui fonctionnait dans le secret. La justice des mineurs, encore plus, puisqu'elle fonctionne à huis clos, dans le bureau du juge pour enfants, où personne d'autre ne rentre que les personnes directement concernées. Dans la salle d'audience, c'est une affaire par une affaire. Comment peut-on, j'allais dire, évaluer l'impact d'une politique publique qui est suivie, rendre justice, si on ne voit pas le fonctionnement et la production? En d'autres termes, j'ai été formé à l'école avec le syndicat de la magistrature de cette idée que rendre la justice, c'est faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire pas seulement être dans mon tribunal, rendre des décisions, aller sur les plateaux de télévision, écrire, non pas pour me faire valoir, quand on est à 22h30 ou à 23h après une journée de travail en train d'attendre pour passer 2 minutes à Antenne 2, hein, on se dit que pourquoi je ne suis pas chez moi en train de faire autre chose. Mais il y a cette idée qu'il faut rendre compte. Et si on veut que l'opinion puisse avoir un point de vue éclairé, sur les institutions, mais il faut parler des institutions. Alors il faut les parler de l'intérieur, quand il n'y a pas de regard extérieur. Et avec cette idée qu'il faut qu'il y ait des regards extérieurs. Et admettre le regard critique. Moi, quand j'ai été épinglé par Sarkozy, qui prétendait que j'étais un des grands laxistes de France, moi j'écrivais que j'étais tout à fait d'accord pour que le président Sarkozy me critique, à condition de le faire au-dessus de la ceinture. Parce qu'en dessous, je pourrais le faire comme lui. Hein. Mais au-dessus de la ceinture, pour qu'on ait un vrai débat politique sur la production. Voilà. Alors maintenant, pour répondre à votre question sur la parole des enfants en général, et très très vite sur les deux thèmes, hein, la parole en justice et le statut de l'enfance, sachant que la parole des enfants en justice est à l'aune du statut qu'on leur fait dans la société. Je vais vous le faire de manière caricaturale en première intention. On est dans un pays où on peut condamner à la réclusion, j'allais dire à mort, heureusement qu'on a terminé, depuis peu, hein, je vous rappelle, 79, donc c'est récent. On peut condamner à la réclusion criminelle à perpétuité. Je ne suis pas convaincu que le 10e d'entre vous ait vu passer la condamnation de Rion. Je ne parle pas de celle de Léon Blum, hein. Je parle de celle de Rion qui a été prononcée il y a un mois, où un mineur... Il ne s'agit pas de lui donner une récompense et de le féliciter. Quelqu'un qui avait 17 ans et 11 mois a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en France. En d'autres termes, on lui a appliqué le même statut que pour les majeurs. En d'autres termes, on a estimé qu'il devait être puni comme les majeurs, quoiqu'au vu de sa carte d'identité, il était mineur. C'est rarissime qu'on fasse ça à ce point-là. Mais dans le même temps, un gosse qui a 13 ans ou 14 ans et qui demande à être entendu par le juge aux affaires familiales parce que ses parents se séparent et qu'il voudrait bien
que quelque part les choses s'organisent autrement. Tout simplement, ses parents se sont séparés. Il a été décidé que son père le verrait une fois tous les 15 jours, qu'il ne le voit pas une fois tous les 15 jours. Et le gamin, il voudrait qu'il soit dit que bon, il est un petit peu libéré de cette obligation-là. Il n'a pas le droit de saisir le juge. Il n'a pas le droit d'être entendu par le juge. Il peut le demander à l'être et le juge peut éventuellement refuser. Donc voilà, on est sur une conception des choses, de l'enfance, qui veut qu'on a des enfants acteurs, c'est moins qu'on puisse dire. Même pour certains, on trouve qu'ils sont activistes et qu'il faut même leur donner des médicaments pour qu'ils soient moins acteurs. Mais il faut les calmer, il faut les encadrer, il faut les border, mais au point où effectivement, quand on pousse le bouchon, on finit par totalement, non pas les castrer, mais les empêcher de s'exprimer. Et donc, il faut qu'on soit sur une autre logique. C'était celle du rapport que nous avons fait pour Lambertinotti, consistant à dire, au moins, admettons à 16 ans qu'il y a une sorte de prémajorité, que les jeunes peuvent entreprendre, sauf à ce que les parents s'y opposent. Ils sont à la veille de la majorité. Et leur mettons-leur une responsabilité civile à la hauteur de leur responsabilité pénale, c'est-à-dire un statut de faire à la hauteur du statut qu'ils ont pour être punis. Et on poussait le bouchon même un petit peu plus loin, on disait, à partir de 13 ans, posons le principe que l'enfant a le discernement. Il peut avoir un casier judiciaire, pourquoi ne pourrait-il pas exprimer son point de vue en justice? Alors je terminerai simplement en disant deux remarques très rapides. Premièrement, effectivement, c'est pas inintéressant que vous ayez parlé de la pédophilie, on est dans la dynamique de l'affaire Doutreau, où nous sommes battus les uns les autres dans la dynamique française, internationale, etc., pour reconnaître le statut des enfants, les droits de l'homme, de l'enfant, et notamment les droits de la personne. L'enfant n'est pas seulement un sujet qu'il faut protéger, mais une personne, ce que disait Françoise Dolto. Donc une personne, c'est quelqu'un qui a des affects, des sentiments, un point de vue, et qui doit pouvoir l'exprimer individuellement et collectivement. C'est sûr que l'affaire Doutreau nous a fait régresser. Mais quand on regarde bien l'affaire Doutreau, c'est l'histoire de la faillite des adultes. Ce n'est pas les enfants, comme on dit. C'est les adultes qui ont été mauvais. Des mauvais policiers, des mauvais juges, mauvais substituts, mauvais avocats, mauvais journalistes. Tous ces gens-là étaient dans la dynamique de l'affaire Dutroux belge. Et ils n'ont pas appliqué, d'ailleurs, ils n'ont pas respecté la loi de la République. Et ils se sont plantés. Et comme la justice est une vraie féline, elle retombe sur ses pieds, heureusement, finalement. Et heureusement qu'ils étaient 13. Hein. Ils auraient été 2 ou 3, on avait une nouvelle affaire Dreyfus. Voilà. Alors, dernière remarque, au passage, par rapport à notre sujet. Ce qui est intéressant, s'agissant, j'allais dire, de l'audace et de la volonté de faire, c'est que dans ce domaine-là, comme dans bien d'autres, ceux qui ont envie d'entreprendre vont au-delà du cadre juridique qui permet d'entreprendre. Ce que je vais en aparté tout à l'heure, je crois, il y a actuellement en France 1500 associations qui sont présidées par des personnes de moins de 18 ans, quoique la loi ne permette pas explicitement à des personnes de moins de 18 ans qui sont censées être des incapables juridiques. Hein. Ils n'ont pas le droit de contracter à titre personnel et ils peuvent être présidents d'associations. Eh bien, il y a actuellement 1500 associations qui ont été créées et qui sont gérées par des mineurs avec l'aval des préfectures sur la base de l'article 15 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Qui le sait? Il faudra peut-être mettre simplement le droit à la hauteur du statut. Et dernière remarque, s'exprimer oui, mais à condition d'être responsable. Et c'est votre premier propos qui m'y faisait penser tout à l'heure, et je vais vous donner faire une confidence, il n'y a pas de presse, mais peu importe, je l'assumerai. Mais non, mais vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Dites que c'est off. Non, c'est pas en termes de off. Vous allez comprendre pourquoi. Quitte à s'exprimer, il faut être responsable. Moi, j'ai ouvert mon cabinet pendant des années, personne ne l'a su, à des journalistes. Il y avait toujours un journaliste dans mon cabinet. Non pas pour parler de moi, mais pour qu'ils voient ce qui se passait. Et j'ai jamais fait de baratin aux journalistes. Le positif et le négatif, je leur montrais. Mais quand on va sur la place publique, on est agence de notation, j'espère que vous allez me donner trois trucs à la fin. Hein. Vous n'allez pas m'enlever une de mes étoiles. Hein. À condition que vous ne preniez pas la parole à tout le monde. Non, mais j'aurais terminé. Sinon, vous serez mal noté. J'aurais terminé. Mais simplement, il faut assumer et être prêt à être responsable, c'est rendre des comptes sur ce qu'on dit. Et je vous donne l'exemple concret. Internet et les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi. Oui, mais moi, sur Internet, je suis traité de pédophile. Je n'ai aucun moyen de me défendre contre cette accusation de pédophilie. Tous les gens qui me connaissent savent que c'est faux. Mais le problème, c'est que les pédophiles, justement, revendiquent que ça soit faux. Donc je ne peux pas me défendre, j'ai aucun moyen. Et la question qui est posée, c'est d'avoir est-ce que sur les réseaux sociaux, on est dans le domaine du droit de la presse seulement, ou est-ce qu'on est dans le champ de la responsabilité personnelle? Donc il va falloir demain libérer la parole, mais dans le même temps où on libérera la parole, il faut mettre en place des dispositifs de responsabilité qui sont des responsabilités juridiques, mais pas seulement juridiques, déontologiques, éthiques, morales, etc. Et les deux sont intimement liés, liberté et responsabilité. Si on ne gère pas les deux en même temps, on va droit dans le mur. Merci beaucoup.
Gilles Auguste, on a coutume de dire que les avocats sont maîtres dans l'art de la parole. C'est pas seulement pour ça qu'on vous appelle maître, mais quand même. Et l'avocat, il a une spécificité, c'est qu'il manie lui-même la parole, donc l'audace de dire, parfois dans une salle d'audience, en plaidant, en questionnant, en intervenant. Mais il a aussi une influence très grande sur la parole de son client. Et donc, je serais intéressé de savoir dans quelle mesure vous considérez que, dans le cadre de la justice, que l'audace de dire, est-ce qu'elle contribue forcément, est-ce qu'elle contribue naturellement à la vérité ou pas toujours? L'audace, ça n'est pas le courage. L'audace, c'est une nuance du courage, c'est le courage excessif. C'est donc le courage dans lequel on prend un risque pour soi-même. Alors moi, je pense que, pour répondre à votre question, il faut d'abord prendre un risque dans cette salle. On est à la Sorbonne, c'est intéressant. C'est un temple de l'intelligence. Il faut que nous nous demandions si cette transparence dont nous parlons tous, c'est-à-dire cette parole que doit avoir le client, cette vérité qui doit être clamée, est quelque chose d'aussi positif que ça. Est-ce que c'est si positif que ça? Est-ce que la transparence est vraiment toujours souhaitable? Nous sommes dans un monde dans lequel, et nous avons toujours été dans un monde, ce n'est pas simplement le monde contemporain, dans lequel nous aimons avoir des certitudes. On parlait de science, de méthode tout à l'heure, dans le cadre des agences de notation. Si nous regardons les trois des plus grands scientifiques du monde moderne, qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Albert Einstein nous a appris qu'il existe une théorie de la relativité. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être, elles ne sont pas toujours égales suivant le point de vue de l'observateur. Monsieur Heisenberg nous a appris qu'il existe un principe d'incertitude. C'est-à-dire que l'observateur, en le résumant à l'extrême, autant que je le comprenne, évidemment, je ne suis pas physicien, peut modifier la chose qu'il regarde et donc provoquer un événement. C'est une question qu'on se posait tout à l'heure. Est-ce que l'agence de notation peut en elle-même devenir un acteur de l'économie? Un mathématicien peut-être moins connu, M. Gödel, nous a parlé d'un principe d'incomplétude. C'est-à-dire que les théories mathématiques ne se démontrent pas elles-mêmes. Il y a toujours, au moins dans une théorie mathématique, une affirmation qui ne peut pas être démontrée par la théorie elle-même. Donc voilà des gens qui sont des grands scientifiques, qui sont dans un domaine dans lequel on devrait avoir des certitudes et qui nous disent tous que la certitude, c'est peut-être de ne pas en avoir. Et voilà qu'on nous parle de transparence. On nous parle de transparence pour la parole de celui qu'on accuse, dans l'émotion la plus complète, dans la précipitation la plus forte, dans les 140 signes dont on parle, mais bon, on ne va pas quand même mettre tous les mots de la terre sur ce petit oiseau américain. Dans le fond, est-ce que le secret n'est pas nécessaire? Est-ce que le secret ne nous protège pas? Est-ce que nous n'avons pas besoin d'un secret professionnel? Est-ce que nous n'avons pas besoin d'un secret d'État? Est-ce que nous n'avons pas besoin d'un secret médical? Il fait partie du secret professionnel, mais il nous est peut-être encore plus précieux. Est-ce que nous n'avons pas besoin de secret personnel? Est-ce que nous n'avons pas besoin de secret des affaires? Est-ce que nous n'avons pas besoin de secret en général? Est-ce que le secret est si mauvais que cela? Est-il nécessaire à une personne accusée de se défendre automatiquement? Doit-elle exprimer et clamer son innocence quand parfois elle ne peut pas le démontrer? Quand parfois cette démonstration serait peut-être même contre-productive? Donc là, vous êtes en train de dire que M. Rosenzweig, il fait mieux de ne rien faire et de ne rien dire. Non, je rebondis. Pendant qu'on le. Non, pas du tout. Je rebondis juste sur ce qu'il a dit. Il n'était pas loin. Il nous a dit lui-même qu'il ne peut pas se défendre contre cette affirmation. Et il nous a dit lui-même que
quand on l'accuse, comme il utilise la défense des coupables, dire qu'ils sont innocents, il ne voit pas très bien comment sortir de cette affaire. Est-ce qu'il est normal qu'on doive prouver son innocence? Est-ce bien normal? Est-ce que ça n'est pas le début de la tyrannie? Le moment où on doit prouver son innocence. Généralement, seul contre tous. Avec, parfois, dans de rares pays, très rares, un avocat qui vous aide à parler ou à ne pas parler, à être vous-même et à supporter ce qui vous arrive. Et que vous soyez coupable et innocent, n'est-ce pas normal? Donc, est-ce que cette transparence dont on nous parle tout le temps, et qui est le moteur d'un certain nombre de choses extrêmement positives, qui est le moteur de l'information, n'est pas excessive parfois? Et donc, l'audace, c'est peut-être aussi de la dénoncer dans certains moments et de réfléchir tous ensemble au fait que nous avons bien besoin de secrets. Donc pour résumer, on dirait l'audace de dire oui, mais pas forcément l'audace de tout dire. Ou dès lors qu'on serait dans le tout dire, on aurait largement dépassé les limites de l'audace et on serait allé beaucoup trop loin. On devrait avoir le droit de ne pas tout dire. On l'a. On l'a. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait encore. Devant la justice française, je parle sous le contrôle du magistrat et de l'avocat qui m'entoure. Devant la justice française, d'abord, on n'est jamais requis de tout dire. Le témoin prête serment de dire toute la vérité, mais pas le suspect, encore moins l'accusé. Donc l'accusé, lui, le droit français, dans notre procédure, lui reconnaît même le droit de mentir. Donc lui, il peut, pour rester dans notre thème et le tirer jusqu'au bout, lui, il peut avoir l'audace de ne pas dire la vérité, de ne pas tout dire. Il peut avoir l'audace de mentir et la justice lui reconnaît ce droit. Mais je crois qu'il ne faut pas isoler la justice. Il ne faut pas isoler la justice. La justice n'est pas un monde, un phénomène qui existe indépendamment de l'humanité dans laquelle elle opère. Et qu'à partir de cet instant, vous ne pouvez pas dire qu'on a des droits dans le cadre de la justice, alors même que ces droits sont niés par le reste du monde. Combien d'hommes politiques, pour parler des choses qui nous animent, qui nous intéressent, que nous voyons tous les jours, ont été accusés, et finalement, ayant été accusés, ils ont finalement été déclarés innocents dans le silence le plus absolu, et leur honneur n'a jamais été lavé. Parce que, avant tout, qu'est-ce qui nous importe le plus? Notre liberté, évidemment, notre vie, notre position économique, notre bonheur familial, mais quelle est la clé de tout ça? Notre honneur, la confiance que les autres ont en nous. Et quand nous avons perdu cet honneur, qu'est-ce qu'il reste? Je vais prolonger ce que dit M. Auguste par deux petites remarques. La première, c'est effectivement, il y a actuellement plusieurs types de procès. Il y a le procès judiciaire, mais il y a aussi le procès médiatique. Et des gens sont condamnés par le procès médiatique avant même que les éléments du procès judiciaire n'aient été posés sur la table. Il y a des exemples récents à l'appel. Et deuxième remarque... Parfois, c'est le contraire, quand même. Oui, j'entends. J'y arrivais justement. C'est qu'effectivement, sur la justice, il faut qu'il y ait le moins de zones d'ombre au final. C'est le fait qu'on ait dû voter une loi spéciale concernant Patrick Dils pour que, à l'occasion de son 3e procès en assises, les portes de la salle d'audience soient ouvertes. C'est ça qui a fait que finalement il a été acquitté. Et on sait que ce n'est pas lui qui a tué. On ne sait pas exactement qui des deux autres personnes en cause ont pu tuer, mais on sait que ce n'était pas lui. Et il a été sauvé par la publicité du débat judiciaire. Donc c'est entre ces deux choses-là qu'il faut naviguer. Pas tout dire, ça vous avez raison, et la liberté de se taire, mais d'autre part, la justice doit être sous contrôle, au sens large du terme, de l'opinion pour défendre les libertés. Sinon, une justice secrète, on a vu ce qui se passait dans l'histoire de France. Je suis en train de lire le bouquin de Fouché, et c'est ce qui se passait dans l'Est de l'Europe il n'y a pas encore très très longtemps.
À supposer que ce ne soit pas encore le cas. Je vais donner la parole maintenant à notre panel. Nous avons ici au premier rang des étudiants. Je ne crois pas me tromper en disant que ce sont des étudiants de l'Université Paris II, du Collège des Bernardins et de l'Université de technologie de Compiègne. Donc ils ont préparé des questions pour nos intervenants. Et donc la première. Bonjour à tous. Donc je répète, si possible, des questions courtes et des réponses pas trop longues. Ok, bien sûr. Ok, ma première question est pour Madame Présidente, ou en tant que la présidente de l'Agence de notation, comment vous gérez la relation entre les émetteurs de dette et l'Agence de notation? Merci. Merci. Donc, je répète peut-être la question, peut-être en la reformulant également. Les agences de notation sont traditionnellement rémunérées par l'émetteur, donc la société qui va emprunter sur les marchés obligataires, alors que la notation est principalement utilisée par l'investisseur. Donc, c'est un modèle économique qui, surtout, je dirais, dans notre culture, est assez mal compris, qui est le fruit de l'histoire, puisque en fait historiquement on était plutôt rémunéré par les investisseurs et il y a 40 ans en fait le modèle économique a changé et les émetteurs ont considéré que voilà ils souhaitaient acquérir une notation et je rebondis sur ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, hein, finalement payer pour qu'un tiers ait un regard extérieur sur eux. Et c'est vrai que c'est un choix qui n'est pas nécessairement facile à faire, hein, quand vous êtes dirigeant d'une société, de vous dire bien, finalement je remets l'analyse de ma situation financière à un tiers, hein, que ce tiers est reconnu dans son métier et que c'est sur la base de cette information que certains investisseurs vont faire le choix de me prêter ou de ne pas me prêter. Donc ce modèle économique, il est bien entendu porteur de conflits d'intérêts, mais je voudrais là-dessus être très clair, quel que soit le modèle économique que l'on choisit, que l'on soit rémunéré par l'émetteur ou par l'investisseur, à partir du moment où il y a échange d'argent, il y a conflit d'intérêts. Donc là-dessus, ne soyons pas naïfs, hein, mais il est important de bien contrôler ce risque de conflit d'intérêts par lequel l'agence rémunérée par l'émetteur aurait, je dirais, disons, davantage de faveur et serait plus coulante ou adaptable et donnerait une note qui serait plus favorable. Donc nous avons toutes sortes de moyens pour contrôler ce risque. Je peux y revenir si vous le souhaitez, mais je ne veux pas prendre toute la parole. Mais ce que je voudrais, c'est prendre là aussi l'autre côté de l'équation et se dire quel est le conflit d'intérêt du modèle économique où c'est l'investisseur qui paye l'agence de notation. Quand l'investisseur paye l'agence de notation, eh bien, il veut une information sur la qualité de crédit de l'emprunteur à qui il veut prêter, mais ça n'est pas une information qu'il veut partager avec son concurrent. Si vous êtes AXA, monsieur, que je suis BNP Paribas, je vais voir Standard & Poor's pour avoir une information, j'ai absolument pas envie de la partager avec vous, et donc je vais la garder pour moi. Or, le modèle économique où c'est l'émetteur qui paye pour la notation fait que cette information, elle est diffusée de manière gratuite et large. Donc toute personne dans cette salle peut aller sur notre site standardandpoors.com et trouvera toutes les notes des dizaines de milliers de sociétés que nous notons dans le monde, tous secteurs confondus. Donc ce modèle économique, il a ses biais. Nous les gérons, mais il permet surtout d'avoir une information qui n'est pas en cercle fermé et qui est diffusée à tous. Et donc, à aucun moment, quand nous changeons une note à la hausse ou à la baisse, personne n'est privilégié, tout le monde est informé au même instant. Et de notre point de vue, c'est un élément très important de transparence. Et donc, voilà, je reviens sur certains concepts que mes camarades de table ont évoqués. Mais je m'arrête ici. Merci beaucoup. Une question suivante. Bonjour. Ma question va s'adresser à Monsieur Rosenweg. J'aimerais savoir si dans la société actuelle, l'enfant pouvait encore faire preuve d'audace. Est-ce que le système scolaire et je sais que maintenant dans les smartphones, on peut mettre des GPS qui suivent l'enfant pour vérifier qu'il va bien, qu'il fait bien les 200 mètres entre sa maison et son école. Est-ce que c'est pas justement déresponsabiliser l'enfant et l'empêcher de faire preuve d'audace?
J'essaie de réfléchir à ce que vous disiez en me disant, bon, faut être décontracté. Il va bien y avoir dans quelques temps des gamins qui vont être capables d'inventer à 11-12 ans le contre-programme du programme que la boîte. Et ils vont être recrutés, ils vont le faire savoir. Bien entendu, ils vont le vendre. Ils vont le vendre à l'école. Quelques enseignants vont s'apercevoir qu'il y a un trafic. Ça va finir par être vu par des journalistes qui vont le rendre public et effectivement le gamin sera recruté avant l'âge par une société qui lui achètera sa capacité à inventer le programme. Voilà. Alors, derrière la plaisanterie, non, tout ça pour dire qu'il faut être cool. De tout temps, les enfants ont su inventer des dispositifs pour trouver leur marge de manœuvre. La marge de manœuvre qui leur était nécessaire au regard de leurs besoins, de leur personnalité, etc. etc. Voilà. Donc si on prend simplement un petit peu plus de recul, c'est ce que je disais, mais il faut là aussi que je sois très rapide, je pense que le rôle de la société à travers la puissance publique, d'État notamment, c'est à travers la parole, il y a un discours à tenir, non pas présenter, j'allais dire, les devoirs en premier, mais les droits. C'est bien parce qu'on a des droits dont il découle des responsabilités et des devoirs. Donc la représentation qu'on donne de l'enfance dans la société est importante et la France n'est pas en danger du fait de ses enfants. C'est des contre-discours par rapport à un discours qu'on a entendu pendant une dizaine d'années. Et puis il faut prendre des dispositions techniques, juridiques parfois, et qui peuvent s'imposer, la reconnaissance de la liberté d'association par exemple des enfants. Comme, je vais très très vite, hein. Il y a 20 ans ou 30 ans, lorsque j'étais juge pour enfants, à quelques-uns, on a, devant le silence des parlementaires qui n'avaient pas géré ce problème-là, on est venu dire qu'une jeune fille qui avait moins de 18 ans, je rappelle que quand on parle d'enfants, c'est les personnes de moins de 18 ans, au sens juridique du terme, une jeune fille qui n'avait pas ses parents à côté d'elle parce qu'ils avaient disparu, ou qui ne pouvait pas parler à ses parents du fait qu'elle était enceinte et qu'elle voulait interrompre sa grossesse, pouvait saisir un juge pour enfants et que le juge pour enfants pouvait habiliter l'aide sociale à l'enfance, la DAS de l'époque, à prendre la décision au lieu et place des parents défaillants. Eh bien, les juges que nous avons été, en prenant ce type de décision, on a frayé le chemin et c'est devenu la loi de 2001-2002. Donc, effectivement, à toute période, on verra les jeunes personnes interpellées sur des grands problèmes politiques, manifestations, ceci, cela, sur des problèmes plus intimes. Actuellement, c'est le statut des beaux-pères qui est posé, j'en sais pas. Donc, on verra des moins de 18 ans interpeller la société et la forcer, non pas à reconnaître plus de liberté. Voilà. J'ajoute une micro-question, mais qui a directement à voir avec ça. Vous seriez partisan, par exemple, d'abaisser le droit de vote en France à 16 ans ? Dans le rapport que nous avons fait, on a traité ce point-là et on a répondu non, c'est trop tôt. En tout cas, si pour certains, c'est le souci de lutter contre l'absentéisme électoral, contre le fait que de moins en moins de gens, de plus en plus de gens ne votent pas parce qu'ils ne croient pas dans les institutions, ce que M. Juppé disait tout à l'heure quand il parlait de la défiance des Français à l'égard des élus, ce n'est pas en abaissant la majorité politique de 18 à 16 ans qu'on y arrivera. C'est en redonnant confiance dans les institutions, dans la République, dans la citoyenneté, dans l'engagement individuel, etc. En revanche, on peut préparer le terrain. Si, dans le temps scolaire, les jeunes sont préparés à saisir les libertés qui existent déjà, la possibilité de s'engager, de créer d'organiser des débats, de faire des journaux lycéens, des fanzines, de prendre des responsabilités, d'être délégué de classe, d'apprendre à se faire à se faire désigner comme délégué de classe et assumer son mandat. Une des préconisations que nous avons dans le rapport, c'est de dire arrêtons d'élire des délégués de classe et disons que la fonction des délégués de classe doit être tirée au sort et qu'il faut l'assumer. Et faisons en sorte que les enseignants préparent les enfants à assumer leurs responsabilités politiques. Bon. Après, dans 5 ou 10 ans, on pourra se poser la question d'abaisser la majorité de 18 à 16 ans. Mais le faire artificiellement serait une grosse erreur. OK. La question suivante. Alors du coup, malheureusement, ou plutôt heureusement, vous avez déjà répondu à la plupart de mes questions. Ah, c'est bien, on va gagner du temps alors. Mais là, je pensais à une autre. Alors, est-ce que c'était pour Gilles Auguste? Est-ce que vous pensez que l'audace de dire peut s'apprendre? C'est assez large, peut-être. Ah oui, mais c'est bien, les avocats apprennent ça. Donc là, il faudrait ajouter l'audace de dire brièvement. Est-ce qu'on peut apprendre à avoir un courage excessif? Probablement, en raison des circonstances notamment. Je pense que les circonstances peuvent vous l'apprendre. La vie peut vous l'apprendre. Est-ce qu'on peut l'apprendre dans une université ou dans une école? Ça n'est pas certain.
Mais est-ce que les avocats sont des gens qui ont la vocation justement de vouloir prendre la parole, de vouloir dire les choses que les autres ne disent pas? Est-ce que ça fait partie du métier? Est-ce que pour vous, ça a fait partie de votre engagement dans la carrière d'avocat? Certainement. À partir du moment où on vous apprend à réfléchir à la loi, on vous apprend à en parler et on vous apprend à essayer de la défendre et de défendre avec elle la liberté. Et c'est ce qui est important. Et à partir de là, si on n'a pas un courage minimum, peut-être excessif parfois, c'est-à-dire en prenant des risques pour soi-même, je pense qu'on peut difficilement exercer cette profession dans sa plénitude. Est-ce que tous les avocats l'exercent dans leur plénitude? Je n'en sais rien. Alors, la question suivante. Bonjour. Donc, j'avais encore une question pour Gilles Auguste. C'était savoir si, selon vous, l'audace de dire ou de ne pas dire, c'est se différencier ou alors s'isoler. Dans la dictature de l'émotion où nous vivons, où nous avons atteint des sommets, puisque maintenant on légifère en fonction du journal de 20 heures, qui est d'ailleurs seuls les politiques regardent. Oui, mais parce que maintenant tout le monde regarde les journaux toute la journée, en fait. Voilà. C'est probablement audacieux, effectivement, de ne rien dire. S'il est également audacieux de réfléchir. Mais c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que faut-il un courage excessif pour réfléchir? Faut-il un courage excessif pour prendre un peu de recul par rapport à une situation, pour l'analyser, pour en tirer les conséquences, avec le risque de se tromper, mais aussi le risque d'avoir raison, à prendre le risque d'avoir tort ou le risque de dire la vérité? C'est quelque chose qui est devenu essentiel, qui est probablement de plus en plus rare dans cette pression considérable qu'exerce l'immédiateté. Les petits bandeaux qui passent pendant que quelqu'un vous parle, et plus l'information qui est en haut, et quand il n'y a pas 14 écrans en même temps, plus une alerte Google, un Twitter, une la remarque, faites court parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Exactement. Ah, j'ai rien dit, voilà. J'ai rien dit. Bon, c'est parti. Non, mais alors, non, moi j'ajoute une remarque justement pour qu'il fasse un peu plus long. Et quand même, on a la chance de vous avoir. Un avocat, il y a quand même des moments dans sa carrière d'avocat où il est face à un client et où il lui dit aujourd'hui, il va falloir avoir l'audace de se taire et non pas l'audace de parler. Vous allez passer devant un juge d'instruction ou vous allez être à l'audience et franchement, je suis là pour être votre conseil et je vous dis, ne parlez pas, ne le dites pas. Donc comment est-ce que vous faites, la différence entre la situation dans laquelle vous allez dire à votre client de parler, de dire, et la situation dans laquelle vous allez lui dire de se taire? Vous êtes là pour analyser ses meilleures chances de succès. Donc vous êtes là pour le défendre. Vous n'êtes pas là pour l'accuser, vous n'êtes pas là pour l'accabler. Il faut qu'il ait lui-même le courage de vous dire la vérité. Pas toujours le cas. J'ai vécu la situation. Et parfois, le courage... c'est pas si facile que ça. De toute façon, il faut avoir d'abord le courage de dire la vérité à son client. Moi, j'ai beaucoup de clients qui passent pas du tout devant des cours d'assises et qui n'ont que des questions économiques à résoudre. Et dans le fond, il faut savoir aussi leur dire qu'ils ont tort, parfois, alors qu'ils vous payent. Donc on a un conflit d'intérêts. On dit dans mon métier qu'ils vous donnent des honoraires. Ça veut dire qu'ils vous honorent. Moi, je dis qu'ils vous payent. Bon, dans le fond, à ce moment-là, il faut soi-même avoir le courage de le contredire. On voit bien que le courage de contredire, c'est pas si facile que ça. C'est une question complexe, mais c'est une question qui relève essentiellement de la stratégie du moment. Vous n'avez donc pas de règle générale. Il est parfois il est parfois préférable d'avouer pour être pardonné. On dit bien que la faute avouée est à demi pardonnée. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Je pense qu'elle est une fois et demie condamnée.
Ça dépend de l'avocat, non? Oh, ça dépend pas vraiment que de l'avocat, parce que... Du magistrat aussi. La foule... Non, le magistrat, il est dans la même situation que nous. Moi, le magistrat, je lui en veux pas. Il y a des bons et des mauvais magistrats. Il y a peut-être aussi des bons et des mauvais avocats. Et des bons et des mauvais clients. Ça peut arriver, mais en fait, lui, il n'est pas en cause à ce moment-là. C'est ça le problème. Lui, il est seul. Il faut éviter qu'il le soit. Le magistrat, il essaye de comprendre. L'avocat, il essaye d'accompagner. Et donc, finalement, à ce moment-là, c'est vraiment une question de circonstance. Vous ne pouvez pas généraliser. Vous devez réfléchir. Et au contraire, c'est justement le recul que nous ne prenons pas. C'est tout ce que nous ne faisons pas. C'est toute cette réflexion que nous n'avons pas. C'est cette espèce de télé-réalité qui nous domine à chaque instant et qui a envahi tellement notre univers qu'il n'y a pas que Kim Kardashian qui répond immédiatement dans l'instant à des gens qu'il vient de rencontrer littéralement. On a peut-être même vu ça cette semaine. La question suivante. Et ensuite, la salle va pouvoir poser des questions dans quelques instants. Alors, bonjour, ma question s'adresse à Madame Sirou, mais elle est ouverte à tous ceux qui voudront réagir en cours. J'ai rien dit, vous voyez, ça marche tout seul. Non, mais je vous ai vu. Bon, ma question c'est... donc, Descartes, il disait « je pense, donc je suis », dans un sens personnel, intellectuel, individuel. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un sens social, peut-être médiatique pour certains, la question, la formule « je dis, donc je suis » n'est-elle pas vraie? Nous existons parce que nous disons. Donc c'est l'essence même de notre métier. C'est pas que ça, puisque derrière il y a de l'analyse et donc il y a une expertise. Et pour nous, l'audace, je vais essayer de reboucler sur le thème, c'est notre indépendance. C'est vraiment de nous exprimer finalement sur la base toujours documentée de l'analyse, mais de le faire et d'essayer de le faire avec le plus d'éthique, de déontologie, c'est ce que disait monsieur. C'est pas toujours facile, mais si le jour où on ne dit plus, où on ne s'exprime plus, finalement, on ne fait plus notre métier et voilà, on n'a plus de raison d'être. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'on voit à travers l'existence et l'importance des agences de notation qu'aujourd'hui, le besoin s'est créé d'avoir cette forme de transparence, d'avoir cette exigence que représentent les agences de notation. Au fond, on ne peut plus tellement imaginer une économie qui serait privée de l'instrument que sont les agences de notation, parce que le besoin est trop fort aujourd'hui. Quelqu'un qui ne voudrait pas se plier ou se soumettre au regard des agences de notation serait d'une certaine façon d'emblée disqualifié. Alors, c'est vrai que dans ce souhait de transparence, les entreprises font ce choix parfois audacieux d'accepter qu'un tiers émette une opinion qui est diffusée de manière très large sur eux, alors même qu'ils n'ont pas prise sur cet agent. C'est vrai que c'est aussi... On voit l'aspect contrainte, mais en même temps, je crois que c'est important de comprendre que cet exercice-là leur permet aussi de s'ouvrir à un champ des possibles qui est énorme, qui leur permet d'élargir finalement leur source de financement, de partir par exemple d'une source qui va être nationale vers une source régionale, voire internationale. Et ça, c'est porteur, je dirais, d'un champ beaucoup plus large, et aussi, en général, s'accompagne par des économies financières importantes. Donc, ils ne le font pas juste pour le plaisir de le faire. En revanche, et pour que l'agence demeure justement importante aux yeux des investisseurs et des émetteurs, il faut qu'elle continue à avoir des méthodes, des notations qui sont crédibles et qui sont là absolument pas une vérité absolue, mais une vérité relative, comme le disait M. Auguste tout à l'heure. Oui, d'autant que les agences ne disent pas toutes la même chose quand elles examinent ou quand elles notent la même institution, le même État. Et c'est très sain, parce que justement, ça permet d'avoir le choix des opinions. Ça n'est pas un verdict qui est plus ou moins définitif, mais au contraire, je crois que c'est très très sain d'avoir dans notre métier des agences qui ont des opinions différentes et qui permettent à l'investisseur de faire ses choix et de se dire, ben voilà, je fais
l'investisseur se doit de faire d'abord sa propre analyse et ensuite éventuellement de la conforter ou au contraire, je dirais, d'être challengé par des notations qui peuvent être différentes. En général, elles ne sont pas complètement aux antipodes toutefois. Monsieur Rosenzweig, vous vouliez faire une remarque? Non, je vais prolonger la réponse à la question qui a été faite. Je pense que tout individu, la différence entre la personne et la chose, la personne pense, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Et deuxièmement, elle dit qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Donc la question n'est pas de dire, la question est de passer de l'implicite à l'explicite. Et deuxièmement, de donner les bases sur lesquelles on parle. Tous les trois, lorsqu'on est intervenu tout à l'heure, on a dit d'où nous parlions. Parce que les mêmes propos tenus par des gens dans des lieux, venant de lieux différents pourraient être interprétés différemment. Moi, je vous ai dit les bases sur lesquelles j'étais, les bases d'un magistrat, militant, engagé, enfin, etc. Je vous ai donné les grilles de décryption pour décrypter. Et vous devez corréler ce que je vous ai donné comme information avec des informations que vous avez d'ailleurs et qui fera votre vérité, toute vérité en plus étant relative. Voilà. Donc la question est de passer de l'implicite à l'explicite, et j'ajoute, en mettant sur table, comme au bridge, je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui jouent au bridge, mais il n'empêche que le principe du bridge, c'est que votre partenaire d'abord, vos adversaires ensuite, connaissent le mode de fonctionnement, les règles du jeu que vous allez appliquer. Et toute l'intelligence du jeu, c'est chacun sachant ce que veut dire une annonce, c'est de bien jouer les annonces. Voilà. Et deuxième remarque sur ce qui permet à la critique à ce moment-là, y compris la critique de votre entreprise de notation par rapport à une autre, sur la base de quels critères vous avez joué par rapport aux autres qui ont joué sur d'autres critères, et vos clients au pluriel, vos clients actuels ou vos clients potentiels pourront apprécier s'il faut aller vers vous ou plutôt vers quelqu'un d'autre. Et une autre remarque que je vais faire par rapport à ce que disait M. Auguste tout à l'heure, sur ce que vous disiez sur l'indépendance. Moi, ça m'évoquait une situation qui était la suivante. Quand j'étais jeune magistrat, le meilleur service social que j'avais, le service d'action sociale qui, analysait les situations, était celui qui dépendait du préfet, qui m'avait fait un signalement. Alors c'était gaguesque. C'est le préfet me faisait un signalement d'enfant en danger, et moi je mandatais son service pour compléter. C'était aberrant, puisque eux, ils étaient notés par lui. C'était aberrant. Et ben, c'est le service le plus indépendant que j'ai jamais connu, parce qu'ils avaient acquis petit à petit, j'étais conscient de ça, ils avaient acquis une compétence technique et professionnelle. J'ai vécu ça autrement, comme juge pour enfants, 6 fois dans ma vie, ça m'est arrivé. D'habitude, je dis 5, mais ça m'est arrivé il n'y a pas encore très très longtemps, où des gamins que j'ai foutus en prison, des gamins que j'ai mis en prison, m'ont dit merci en sortant de mon cabinet. Une demi-heure avant, ils chialaient pour essayer de m'amadouer. Bon, mais c'était pas. Bref, je pense qu'ils devaient aller en tôle. Aucune chance. Non, c'est pas ça. Je pense que la prison est utile. La répression fait partie de l'éducation. Il faut le dire. Peu le disent. Moi, je pense qu'il faut le dire. Mais peu importe, c'est pas ça le débat. Mais en sortant de mon cabinet, ils me disent merci. Je dis, qu'est-ce que j'ai encore fait pour qu'ils me disent merci? C'est pas possible. Je crois qu'ils venaient de dire, on a discuté avec les avocats qui étaient là, les greffières, etc. On s'est dit, ça veut dire, tu m'as consacré 1h30, parce qu'en fait ça dure 1h30. Peu de gens jusqu'à présent m'ont consacré 1h30, et tu m'as donné des perspectives. Même si tu me punis, je te reconnais professionnellement. Voilà, c'est ça l'enjeu. C'est pas l'indépendance l'enjeu. L'enjeu, c'est la capacité professionnelle que les autres vous reconnaissent. Mais c'est ça qui permet d'être indépendant. Et l'avocat, il est dans ce jeu-là avec son client, même si le client le paye. Je me trompe ou pas, non? Enfin, je n'ai pas encore été avocat, mais ça va venir. Bon. Non, vous ne vous trompez pas. Pour répondre brièvement à votre question de savoir si on dit donc on est, pour paraphraser Descartes, je pense qu'il faut penser à ceux qui ont eu vraiment de l'audace en disant quelque chose. Parce qu'en disant quelque chose, on est et on fait. Prenons 3 petits exemples très rapides. Pendant la guerre civile espagnole, le recteur de l'université de Salamanque, Don Miguel de Unamo, que j'ai cité tout à l'heure indirectement en parlant du temple de l'intelligence, se trouvait dans un amphithéâtre un peu comme celui-ci, mais plus grand, rempli de gens qui étaient des tueurs, qui était ce qu'il y avait de plus féroce parmi les nationalistes espagnols, et dont le slogan était « Vive la mort ». Et quand Don Miguel de Unamo, entouré de ces gens, a entendu ce cri, il s'est levé et il a dit qu'il ne pouvait rester silencieux devant une parole aussi paradoxale que « Vive la mort », surtout dans un temple de l'intelligence qu'est l'université de Salamanque, et que, sans vouloir critiquer le général,
en question, qui était un infirme et disait-il « Je n'ai rien contre les infirmes, Cervantes l'était aussi », je me dois de m'exprimer aujourd'hui. Il a payé de sa vie, non pas qu'il l'ait fusillé, mais ils l'ont mis à l'isolement et il est mort de chagrin ou on ne sait de quoi quelques mois plus tard. Solzhenitsyn a su aussi s'exprimer dans l'une des pires dictatures que le monde ait connues, qui était l'Union soviétique. Robert Badinter, dans une démocratie, était bien seul quand il a dit « Ne coupez pas cet homme en deux », au milieu d'une foule qui criait à mort, face à un assassin d'enfants. Et donc, bien sûr que quand vous dites « vous êtes », bien sûr que quand vous dites « vous faites », parce que vous entraînez les autres, parce que Winston Churchill était bien seul, et que ces mots seuls, pratiquement seuls ces mots, ont permis à son pays de résister. Donc, bien entendu, quand vous dites, vous êtes. Allez, on prend encore une question du panel. Oui, alors ma question s'adressera à Madame Sirou ou éventuellement aussi à Monsieur Rosenzweig. Dans Antigone de Hanouilh, Créon dit rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Comme si la parole ne peut pas être totalement fidèle à la vérité qu'elle veut exprimer. Et ma question, c'était de savoir, dans vos fonctions, est-ce que vous ressentez cette difficulté-là, soit que les faits ou les choses vous échappent ou que les mots vous manquent? Et comment vous gérez éthiquement ce delta-là et cette imperfection-là? Je peux vous répondre très rapidement, parce que non, ça mériterait des grands débats. Non, mais à partir d'une caractéristique, la fonction qui est la mienne, juge pour enfants, c'est le seul magistrat qui s'inscrit dans la durée. Et ce qui m'a servi à assumer pendant 40 ans ces fonctions, quand beaucoup les ont traitées pendant 2 ans, parce que c'était dur, c'est le fait que j'avais une vie extérieure, une vie militante, mais aussi parce que je relativisais tout. Et que je savais que si je me trompais dans une mauvaise analyse, je pouvais récupérer les choses un petit peu plus tard. Parce qu'il y a un moment donné où, en complétant l'information que j'avais avec d'autres, etc. Mais on peut aussi se planter. Je vais vous donner une anecdote très rapide. Dans une affaire, je ne vais pas donner de détails, vous allez repérer très vite, mais qui a défrayé la chronique dans les années 75 d'une femme grecque qui voulait récupérer ses enfants, qui était confiée à l'aide sociale à l'enfance, etc., etc. Bon. Et qui est accueillie par une famille. Moi, je me suis battu au nom des droits des enfants pour que cette mère qui revenait pour récupérer ses enfants, comme elle avait récupéré ses biens après la chute de la dictature communiste. Je dis les biens, les enfants, c'est pas la même chose que les biens. Il faut prendre du temps. Ils vous ont pas connus, ils n'ont pas vécu dans leur enfance. Prenez le temps. Allez pas trop vite. Elle est allée trop vite et elle a tout cassé. Et je me suis battu donc pour faire prendre en compte les droits des enfants, de ne pas aller trop tôt revivre avec leur mère pour cheminer. Et je vois arriver il y a quelques années l'une de ces jeunes filles, devenue femme, mère de famille, et qui me dit sur Rosenweig, bon, je vous la fais courte, je ne vous ai pas dit la vérité. Je ne vous ai pas dit que nous étions à l'époque victimes de violences sexuelles de la part de la famille d'accueil dans laquelle nous étions. C'est un choix que nous avons fait, ma sœur, moi et l'autre, la troisième jeune fille. Je dis, attends, j'ai déconné, j'ai pas été bon. Enfin bon, bien sûr, je suis le meilleur, mais enfin bon, il n'empêche que... Ben, si on n'est pas convaincu qu'on est le meilleur, on ne peut pas avancer. Bon, mais je me dis, attends, où est-ce que tu as déconné? Et je lui dis, est-ce que je me suis trompé? Il dit, monsieur, vous n'êtes pas trompé. On a tout fait pour que vous ne compreniez pas ce qui se jouait réellement dans la situation. Donc, plus que jamais, ça m'a amené à la modestie des choses. On ne fait que croiser les gens. On ne voit qu'une partie de la vérité que les gens veulent bien vous dire. Et sur cette partie de vérité, il faut essayer de construire quelque chose. La chance du juge pour enfants, c'est qu'il a toujours des sessions de rattrapage et qu'aucune de ses décisions n'est définitive. S'il est intelligent, c'est-à-dire s'il utilise les capacités que lui donne la loi. S'il ne prend pas des décisions définitives et s'il ne place pas des enfants, mais s'il les fait accueillir. Tout ça est au 3e degré, donc je vais très vite. Bon. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui souhaiterait poser une question à l'un des intervenants ou à tous? Nous, on ne vous voit pas, mais on va vous deviner. Oui, bonjour. Je voulais poser une question plutôt à M. Rosenzweig, au juge, mais aussi peut-être à l'avocat, peut-être aussi à l'économiste.
dans notre société qui est quand même difficile, qui est en crise, où les gens souffrent, on entend beaucoup de problèmes, de misère, de plus en plus, des écarts qui se creusent entre riches, entre pauvres. Et bon, sans entrer dans ces considérations, c'est plutôt par rapport aux enfants là que je voulais en venir. J'assistais cette semaine à une réunion avec le commissaire de police de Saint-Denis, M. Rosenweg, c'est votre territoire, qui signalait que sur son territoire, alors je n'ai pas bien noté le laps de temps, on va dire quelques années. En quelques années, le taux de violence, de délinquance produit par les mineurs, disait-il, était passé de 22 à 36%. 36%. C'est quand même beaucoup. Il avait l'air de s'en plaindre, que c'était difficile, que la sévérité n'était pas assez forte. On entend souvent ce propos, y compris dans l'opinion. Les gens veulent être plus sévères, en même temps ils se replient sur eux-mêmes. Ils disent que les parents, les enseignants laissent un petit peu la société à volo. Que faut-il faire ? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat ? Et puis, que faudrait-il faire pour que l'on n'ait pas ces paroles vis-à-vis des enfants, pour qu'on leur donne leur chance, parce que c'est quand même avec eux et grâce à eux que la société de demain se fera. C'est une vaste question que vous posez à 3 ou 5 minutes de la fin du... Non, un peu plus, bon, mais... En tout cas, je peux pas une vaste question, il faut en tout cas, une c'est une vaste réponse. question, je ne peux pas y répondre. Je vais simplement, et volontairement vous frustrer, ça vous permettra de lire le petit bouquin qui est en vente 3 € chez Dalloz et qui explique tout ça. 2 éléments. Premier élément de constat. Oui, il y a une augmentation de la délinquance des jeunes dans ce pays. Mais il faut rajouter, elle a moins augmenté que n'a augmenté la délinquance des adultes. Rapport Le Cerf, député, sénateur UMP, pas Jean-Pierre Rosenweg, militant de gauche. Non mais c'est intéressant, il faut toujours citer ses sources. D'accord, il m'a pompé, enfin il n'empêche que. Il a pompé aussi le ministre de l'Intérieur. Bon, personne ne sait par exemple que la délinquance des jeunes est en baisse depuis 2000. Elle n'est pas en augmentation, elle est en baisse. Une fois qu'on a dit ça, la vérité est de constater qu'elle est à un niveau élevé. La vérité est de constater surtout qu'elle est plus violente que par le passé, souvent associée à l'appropriation, mais au lieu de prendre le sac ou le téléphone, il n'y a pas de téléphone à l'époque, discreto, on l'arrache. Et c'est la violence qui pose problème. Rajouter les violences physiques, les violences gratuites, je ne sais pas comment... C'est la seule chose qui soit gratuite en France, d'ailleurs, c'est un certain nombre de violences. Ça, c'est le ministre de l'Intérieur qui a inventé ça. Bon. Donc, pas question de nier la réalité de la délinquance juvénile dans sa quantité, dans sa qualité, dans sa dangerosité, ni de nier le souci d'ordre, j'ai une association qui est sur Saint-Denis, le souci d'ordre des gens qui est légitime. Et qui est légitime. Alors, deuxième question qui est posée, mais à condition de dire les réalités des choses. Bon. Et ceci dit, dans la délinquance de rue, on voit effectivement plus souvent des gamins qui arrachent des sacs à main que des Kirviel qui détournent 5 milliards d'euros, quoique je ne porte aucun jugement sur ce qu'a fait M. Kirviel. Je pense que c'est plus compliqué que la représentation qu'on nous a donnée. Alors maintenant, le deuxième élément, c'est sur les réponses. Si la schlag était la seule réponse possible, on le saurait depuis longtemps, on en vient. Le taux de récidive en sortant de prison de France pour les adultes, c'est 65%. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à travers la justice des mineurs, on a un taux de réussite de 86 ou 87%. Oui, on a encore 13% de marge. Mais je disais à mon beau-frère, député UMP du 16e arrondissement, oui, ça fait des beaux débats en famille, je lui disais, il y a 500 000 morts chaque année en France, tu ne condamnes pas la médecine française. Tu essayes d'améliorer encore la médecine. Alors, oui, il faut, pour être sur le cœur de la question que vous posiez, il faut fermeté. J'étais le premier tout à l'heure à vous parler de prison pour les jeunes, pour dire que quand il le fallait, tout militant que je suis, je n'hésite pas à y recourir. Mais la prison n'est pas une fin en soi, c'est qu'un instrument technique au service d'une stratégie d'accompagnement. L'enjeu politique qui est le nôtre à l'heure actuelle, c'est de trouver comme en 1945, non pas de retrouver un général de Gaulle, ça n'existe plus, mais de retrouver des hommes et des femmes, et j'ajoute au risque de choquer des hommes et des femmes. Oui, parce qu'il y a trop de femmes dans l'univers des gosses dont nous nous préoccupons. Il n'y a que des femmes. Il y a une femme qui l'accouche, il y a une femme qui donne la vie, il y a une femme enseignante. Maintenant, il y a des femmes procureurs, il y a des femmes juges, il y a des femmes éducatrices, il y a des femmes en prison. Il n'y a plus d'hommes. Non. Il y a la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Je vous rassure, dans la finance, on n'a pas ce problème-là. Non, mais... Oui, mais j'entends bien. J'entends bien. Mais on a raison, l'un et l'autre. Mais derrière... Non, mais le problème qui est posé pour une grande partie des gosses de France, qui sont délinquants,
C'est effectivement, non pas l'autorité au sens de la violence, mais l'équilibre et la présence d'une famille qui l'accompagne. Et notamment, d'où le débat sur le statut des beaux-pères dont je parlais tout à l'heure. L'enjeu, c'est de trouver des hommes et des femmes qui, sur 4 ans, 5 ans, 6 ans, vont permettre à un gamin qui a descendu rapidement la pente, on la descend rapidement, de la remonter. Or, on voudrait qu'en 5 minutes, par la position des mains sur le front, un substitut et un juge puissent éradiquer la délinquance de quelqu'un. Même à Lourdes, le type, il n'y réussit pas. Même à Lourdes, il n'y réussit pas. Ce qui veut dire qu'il faut du temps, il faut de la confiance, il faut de la technique, et puis il faut savoir se casser la figure pour repartir, se casser la figure et repartir. Et globalement, on a un système qui fonctionne pas si mal que ça. Le problème, c'est ce que vous avez dit, monsieur, je suis désolé, je ne peux pas vous parler les yeux dans les yeux, parce qu'il y a le truc, c'est on fonctionne dans ce pays, commissaire de police en premier, aux représentations et pas aux réalités. Alors est-ce qu'il faudrait mettre un badge à tout le monde? Je suis délinquant, je suis suivi par un juge pour enfants, il y a un éducateur qui s'occupe de moi, foutez-moi la paix. Voilà. Aux États-Unis, ils le font, mais on n'est pas aux États-Unis, justement. Gilles Auguste, une petite remarque sur cette réponse. Juste une remarque sans critiquer le commissaire de police en question. La statistique est une forme de mensonge assez élaborée, en tout cas son usage. Et je me demande si notre société est réellement plus violente que la société que Dickens nous décrivait avec brio dans Oliver Twist ou dans David Copperfield, et dans lequel il y avait également des enfants délinquants. Donc je pense qu'on devrait, particulièrement par rapport à des nouvelles aussi anxiogènes que celle-là, et je comprends l'anxiété que ça suggère, surtout dans un endroit où la pauvreté frappe durement, on devrait prendre du recul aussi. Excusez-moi, en une phrase, un contre-exemple, parce que je sors ce matin d'un débat sur les enfants étrangers isolés. Vous savez qu'en région parisienne, le juriste le sait, il y a une foultitude de gamins qui viennent persécutés politiquement sur des bases religieuses chez eux ou sur des bases économiques qui se retrouvent ici sans. Ces gamins ne sont pas délinquants. Ces gamins, j'en ai traité 10 à 15 000 sur 15 ans. Quasiment aucun n'a commis de délit. Ce n'est pas parce qu'on est seul et sans parents qu'on est délinquant. Voilà. Ça, personne ne le dit. C'est une précision utile. Y a-t-il une autre question dans la salle? C'est une question générale, donc qui s'adresse à vous tous. La notation à tout prix, cumulée avec un autre effet sociétal qui est le principe de précaution, plus la peur qu'on nous cultive tous les jours à travers les médias, n'est-il pas un frein énorme à l'audace? En ce qui concerne le principe de précaution, c'est une question qui est chère à mon cœur parce que je me demande si effectivement, par rapport à notre problématique d'aujourd'hui, au sens le plus large du terme dans ces journées, qui est l'audace, si on aurait encore l'audace de découvrir l'Amérique, si on avait inscrit le principe de précaution, la pénibilité et tout un tas d'autres choses dans nos lois, les 35 heures et tout un tas de choses comme ça, toutes ces sortes de choses, comme on dit. D'autres éléments de réponse? Vous avez raison. On est dans... Si on prend un tout petit peu de recul par rapport à votre question, mais c'est le sentiment général. Là, vraiment, j'ai l'impression de faire du François, du mauvais François qui n'existe plus. On est dans une société qui se recroqueville. Bon. Et même des belles effranchies idées. J'ai écouté M. Delvoye, qui est le président du Conseil économique et social, au congrès de l'Association des départements de France à Pau, hier et avant-hier, où j'étais. Et il démontrait d'une manière extraordinaire comment, d'une idée fantastique, qui était la réécriture de l'appareil public. C'est tout le débat sur le Big Bang administratif, région, département, État, département, région. En d'autres termes, la redistribution des compétences entre l'Europe, la région, l'État, la région, la commune, le devenir ou pas, l'intercommunalité, j'en passe les meilleurs. Donc ce qui aurait pu être, je veux dire, un dossier tonique, dynamique, mobilisateur, on arrive dans l'ambiance du moment à, j'allais dire, à amener les gens à être contre, à se recroqueviller. Voilà. Donc effectivement, tout autour de nous est, chaque fois qu'on évoque quelque chose, on ne voit immédiatement que la difficulté, que le problème. On devrait voir le bénéfice et après se poser la question des difficultés de gérer cette nouvelle liberté. Par exemple, moi je suis pour prendre des exemples très concrets, je suis pour la levée du secret des origines.
C'est un droit fondamental de tout un chacun de savoir qui est son père, qui est sa mère et d'où il vient. Mais on me dit que ça va poser des problèmes aux gosses. Et posons le problème de la liberté et gérons les difficultés. Pour l'instant, on est sur autre chose. On est sur le fait que des gamins, des adolescents apprennent à 12, 13, 14 ans que leur père n'est pas leur père, que leur mère n'est pas leur mère. Et là, je peux vous dire, le juge enfant que je suis peut vous dire que c'est un sacré paquet d'emmerdements. Voilà. Donc, on n'arrive pas à voir le côté, d'avoir le réflexe de voir en première intention les avantages d'une nouvelle liberté, on voit immédiatement les inconvénients. Voilà. Alors effectivement, si tout est géré comme ça dans le pays, je ne vois pas comment on peut avancer. Moi, j'aurais envie de dire qu'à ce moment-là, c'est la responsabilité de chacun. Et je pense que moi, je vis plus dans le monde de l'entreprise. Et ce que vous dites, ça m'évoque alors les standards, les normes, tout ce qui nous empêche de vivre. Chaque jour, on nous en rajoute. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est vraiment les hommes et les femmes et les leaders qui vont arriver à comprendre cet environnement, à assurer la pérennité de leur entreprise, mais quand même avoir l'audace d'aller au-delà et de ne pas voir justement que ces éléments négatifs, mais les intégrer dans leur écosystème, mais les dépasser. Et c'est ça qui, de mon point de vue, fait vraiment... Alors, on revient sur l'audace. Est-ce que c'est de l'audace? Est-ce que c'est du courage? Ou tout simplement une énergie de l'entrepreneur qui va développer ses produits, prendre ses risques? C'est vrai qu'on est dans une société qui voudrait empêcher, qui voudrait tout contrôler. Et malheureusement, ou heureusement, on peut le voir de d'autres manières, finalement, ça revient on revient à l'humain et au fait que certains veulent se dépasser. C'est un petit peu ce que je voulais dire aussi tout à l'heure quand je disais que nous sommes dans un modèle de société qui tend à substituer l'audace de dire à l'audace de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons l'impression que nous sommes encerclés par des normes, des standards, des obligations et des principes comme le principe de précaution, qui est un facteur de blocage. Mais quand on assiste au spectacle politique, notamment, puisque ce sont les politiques qui prennent le plus de décisions ou qui sont censés prendre les décisions pour nous, on peut avoir le sentiment par moment que finalement on se contente d'avoir eu l'audace de dire quelque chose. Donc je le dis, donc je vais le faire. Et puis finalement, je ne le fais jamais, ou alors j'essaie de le faire, mais ça ne se fait pas. Et donc on est dans une société où de plus en plus la parole se libère, la parole publique, mais ça n'est pas forcément toujours suivi d'actes et suivi d'effets, et ça crée beaucoup de frustration et d'incompréhension de la part des citoyens. Monsieur voulait poser une autre question là, ici tout près. Alors vous avez de la chance, on vous voit. Enfin, ou plutôt c'est nous qui avons la chance de vous voir. Donc Hervé Gattegno et Gilles Auguste avaient démarré votre intervention en parlant de transparence et aussi de secret d'ailleurs pour Gilles Auguste. Jean-Pierre Rosenzweig aussi a indiqué que quand on parle, il faut dire d'où on parle. Est-ce qu'aujourd'hui la transparence n'est pas mise en doute par la connivence? Il paraît qu'en Amérique du Nord, il y a plus d'attachés de presse que de journalistes. Est-ce que vous pensez qu'en France aussi, la connivence est un risque pour la transparence et pour l'audace de dire? Pas seulement. Moi j'ai des réponses à ça. Oui, moi je pense que bien sûr que la connivence est un très grand danger. En même temps, c'est un petit peu comme ce que disait Madame Sirou tout à l'heure sur les conflits d'intérêts. C'est absolument inévitable. Et donc de ce point de vue-là, oui, c'est un des domaines, une des sphères dans lesquelles de la transparence est nécessaire. Au fond, j'aime bien prendre cet exemple qui est assez compréhensible par tout le monde. Lorsqu'une journaliste tombe amoureuse d'un homme politique, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, lorsqu'une journaliste tombe amoureuse d'un homme politique, souvent, elle peut continuer à écrire des articles ou à faire des reportages sur lui pendant un certain temps. Et puis, d'ailleurs, chacun d'entre nous, nous sommes tous fait pareil et nous rencontrons souvent la femme ou l'homme de notre vie dans le cadre de notre activité professionnelle. Et donc, cette femme continue, elle écrit des articles, elle fait des reportages, et puis un jour, on l'apprend, on le sait, c'est officialisé, et la plupart du temps, dans ce cas-là, vous le savez bien, en tout cas dans notre pays, ça se conduit par le fait que cette femme est obligée d'abandonner sa fonction. Elle ne peut plus continuer à exercer son métier comme elle l'exerçait. Si ça restait secret,
elle pourrait parfaitement continuer à le faire et personne n'y trouverait rien à redire. Et j'ajoute même dans notre pays très hypocrite que parfois, lorsque la situation est avérée dans le milieu politique et dans le milieu journalistique, mais que le grand public ne le sait pas, eh bien finalement tout le monde se contente de ce fonctionnement hypocrite et ça continue. Et donc là, ça c'est évidemment le comble de la connivence. Il y a des connivences qui vont moins loin que celles que je décris, mais évidemment que c'est un facteur de partialité. Comment le contester? C'est un facteur de partialité, ça existe. La situation que je vous décris, vous le savez bien ou vous le devinez, elle existe. Elle n'existe pas seulement dans les quelques cas que nous connaissons. Elle existe encore et j'avoue que je n'ai pas tellement la solution parce que je n'aime pas la solution qui consiste à obliger ceux qui ont décidé d'officialiser et par exemple de se marier. Je n'aime pas la solution qui consiste à demander à celui des deux qui est journaliste d'arrêter d'exercer son métier alors que je sais que par ailleurs d'autres continuent d'une façon beaucoup moins officielle à exercer leur activité professionnelle dans les mêmes conditions. Je voudrais prolonger la réflexion que vous faites. Et en étant d'accord sur les prémices, où effectivement c'est toujours la femme qui doit, céder. La femme mais ça changera. Ça peut changer. Mais là encore, c'est parce qu'on est dans un pays de défiance. On pourrait reconnaître que telle ou telle femme journaliste mariée avec ou qui concubine avec tel homme politique a aussi une capacité professionnelle critique qui peut l'amener à se déporter, on dit en justice, qu'un juge se déporte quand il connaît une situation. Un journaliste peut très bien continuer à être journaliste sans être obligatoirement sur les secteurs dans lesquels son compagnon peut être ou sa compagne peut être, etc. Bon. Et donc, lui admettre qu'elle a la capacité personnelle, elle a une éthique personnelle, il y a une déontologie qui lui permettent effectivement et qui vont l'amener à prendre ses distances. La deuxième réponse, elle est dans le pluralisme de la presse et des médias. C'est un des grands problèmes à l'heure actuelle. On a des... Là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais vous l'avez tous fait, on l'a tous fait. À 8h03, on appuie sur la première chaîne, sur la deuxième, sur la troisième en quelques instants, enfin non plus la 3 parce qu'elle n'est plus là. On traite exactement la même information, quasiment de la même manière. Donc on est sur une manière assez simplificatrice de l'information à l'heure actuelle. Il y a plus ce plan. Moi, j'étais formé à l'école qui consistait à dire « lis plusieurs journaux et tu te feras ton opinion en relief ». Quand j'étais à la fac, pas très loin d'ici, j'apprenais mes cours en première année, en deuxième, pas en première année, on met un an quand même pour comprendre ça, mais je sais qu'en deuxième, troisième, quatrième année, je lisais plusieurs cours sur le même sujet et je me faisais mon point de vue. Voilà. Et donc c'est ce pluralisme d'information qui peut être une des garanties contre, cette confusion dont vous parliez tout à l'heure, me semble-t-il. La connivence ou la complicité peuvent être plus ou moins dangereuses, mais dans le fond, est-ce que l'impartialité existe? Donc, on pourrait peut-être plutôt se méfier des gens qui nous disent tous les jours qu'il y a un grand complot quelque part et que finalement on n'a pas marché sur la Lune, que la théorie de l'évolution n'existe pas, et d'un certain nombre de choses comme ça. Et je pense que la première des luttes contre la connivence, c'est de lutter, pour citer le titre d'un livre d'un auteur américain qui n'en écrivit qu'un avant de mourir, et que sa mère a poussé pendant les années pour le publier, qui est La Conjuration des imbéciles. On a le temps d'une dernière question, je pense, dans la salle. Oui, là, ici au deuxième rang. Là, ici, là. Bonjour, c'était juste pour rebondir sur quelque chose que vous aviez dit tout à l'heure. À quoi sert finalement de dire les choses puisque l'économie finit toujours par prendre le dessus, que ce soit au niveau de l'écologie, au niveau des droits de l'humanité qui sont bafoués par certains pays ou par certaines entreprises, ou sur le fait que certains moyens économiques ne sont pas mis en place pour pouvoir... Ah, est-ce que je dois tout répéter ? En un peu plus bref, mais oui. C'était donc
Ma question était à quoi sert l'audace de dire, puisqu'au final, rien n'est fait au niveau économique, vu que les États et l'économie prennent toujours le dessus sur les droits des personnes et de la société. Je pourrais vous répondre que ça sert déjà à exprimer une colère et un mécontentement, ce qui est déjà pas si mal, et ce qui n'est pas autorisé partout. Mais peut-être je crois pas qu'on puisse analyser l'histoire de l'humanité comme ça. En premier réflexe, parce qu'il faut aller très très vite, moi ça m'évoque les luttes ouvrières au 19e et au 20e siècle, avec des ouvriers qui se sont révoltés contre leur patron, l'armée qui leur a tiré dessus, qui les a tués. Quand on ne les a pas tués, ils sont passés au tribunal. Dans le même temps, il les a pas toujours... qui les a condamnés dans un premier temps, qui après les a plus condamnés. Dans le même temps, il y avait des débats dans l'entreprise, des conventions qui étaient passées, la loi venait, de nouvelles luttes arrivaient. Toute l'histoire du droit du travail, c'est une dialectique permanente, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, où il faut conquérir des droits et après se battre pour leur mise en œuvre. Oui, il y a effectivement un contexte, un environnement, ça serait angélique que de ne pas le prendre en compte, un environnement idéologique. Regardez le sort des femmes. Tiens, cette femme qui se retrouve en prison en Iran pour avoir voulu assister à un match de volley. Enfin, bon. Donc le contexte idéologique est important, le contexte politique est important, l'URSS dont on parlait il y a 5 minutes, le contexte économique est important, qui effectivement est un levier puissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne faut pas être angélique et le laisser passer. Et pour autant, j'allais dire, l'histoire de l'humanité, c'est que des gens se battent, se dessinent, d'autres, enfin j'en passe des meilleurs, Churchill, enfin tous ceux qui ont été cités tout à l'heure, qui se battent, et d'autres qui sont moins visibles, hein, les militants des équipes que j'ai vues ce matin, qui se battent pour les enfants étrangers isolés, qui se battent discrètement pour faire progresser le schmilblick. Voilà, donc ne pas négliger la dimension, l'encadrement économique, vous avez raison. Ne jamais négliger ses adversaires, ça me paraît évident. Et pour autant, c'est pas parce qu'on a des adversaires que le combat ne doit pas être mené. Je pense parce que j'agis et je pense... enfin, je suis parce que j'agis, hein, et que je me laisse pas faire. Merde. Bon. Ce débat est terminé. Je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté. Merci à nos intervenants et merci à vous d'avoir eu la patience de nous écouter. Ah oui, c'est vrai, ça se fait pas, oui. C'est demain.